Bonjour Dr Gilson. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour une deuxième fois sur ce podcast. La première fois, on a parlé ménopause, quel est l'impact sur notre corps, comment est-ce que les femmes, elles vivent ça, etc. C'était très très intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt sexualité et ménopause, donc un sujet qui est souvent très tabou, surtout je pense dans la génération qui aujourd'hui passe dans cette transition. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, bonjour. Donc, moi, je suis gynécologue depuis plus de 25 ans. Spécialisée en obstétrique, mais aussi en ménopause depuis le tout début de ma carrière, puisque j'ai travaillé 15 ans dans un centre de ménopause ici à Bruxelles, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était vraiment précurseur à l'époque. Et donc, dès mon plus jeune âge professionnel, j'étais impliquée dans la ménopause et la prise en charge. Et par ailleurs, depuis 15 ans, je suis sexologue clinicienne et ça me passionne d'aider mes patients et patientes, les couples, à retrouver le chemin de la sexualité. Génial, merci beaucoup. Du coup, oui, la sexualité pendant la ménopause, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On me dit souvent que pendant la ménopause, on perd un peu cette envie de sexe. Et donc, je voulais en parler avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps aussi qu'en fait, sexuellement, c'est peut-être plus compliqué ou non, hein, parce que... Pourquoi pas, il y en a peut-être qui le vivent différemment. Oui, qu'est-ce qui se passe en fait peut-être dans le corps pour avoir ce changement sexuel ? Alors comme tu dis, ça dépend vraiment d'une patiente, enfin d'une personne à l'autre, comment on vit ce moment charnière. C'est un moment vraiment compliqué, une transition. Je dis souvent à mes patientes, c'est un message de votre corps. Il faut vous calmer un peu, il faut reprendre un peu soin de soi. Et donc la ménopause, avec tout sa panoplie de symptômes, les bouffées de chaleur, le mauvais sommeil, les difficultés relationnelles aussi, parce que les troubles de l'humeur sont quand même très fréquents. Hein. Plus d'un tiers des patients ménopausés peuvent vivre des syndromes dépressifs ou en tout cas vraiment des troubles de l'humeur. Il y a bien sûr aussi la sécheresse vaginale qui accompagne tous les symptômes de sécheresse de peau, etc., liés à la ménopause. Et donc, tout ça, avec la prise de poids, joue d'une façon vraiment très différente d'une patiente à l'autre. Il y en a qui vont passer à travers ça et continuer à vivre une sexualité épanouie, et d'autres qui auront vraiment difficulté à retrouver un chemin vers leur désir. Et ça dépend comment on voit les choses, ça dépend si on est déjà bien dans sa sexualité ou pas. Il faut quand même savoir que le désir chez la femme, c'est 95% dans la tête. C'est pas tellement le corps. Ça allait être ma question justement parce qu'il y a les changements physiques, mais il y a aussi les changements peut-être psychologiques qui sont accompagnés par cette ménopause. Qu'est-ce qui en fait a finalement le plus d'impact sur cette sexualité ? Est-ce que c'est plutôt ce changement psychologique, le fait d'avoir cette transition, de voir son corps changer, peut-être la confiance en soi aussi oui. Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe, il y a quand même, avec la baisse hormonale, quelque chose qui se passe au niveau du désir et des pics de désir. La femme, elle a aussi une sécrétion de testostérone moins importante, bien sûr, que chez l'homme, heureusement pour nous. De manière générale ou vraiment pendant cette période ? Non, de manière générale. Et cette testostérone chute un petit peu. Elle continue à être sécrétée tout de même, mais elle chute aussi à la ménopause. Et donc, ce côté pulsionnel de la sexualité, le côté qui nous donne envie d'y aller, il est moins présent. Et donc, il y a certaines femmes, ça sera les mêmes femmes qui se plaindront de baisse du désir sous pilule, par exemple. Parce que c'est la même chose sous pilule. Il n'y a pas le pic pulsionnel, il n'y a pas ces pics hormonaux. Et donc, on se retrouve dans cette même situation. Il n'y a plus ce petit pic qui donne des papillons dans le ventre, qui donne envie d'y aller. Mais en fait, le moteur de la sexualité féminine, il est beaucoup plus psychologique, relationnel, contextuel. Et donc, à la ménopause,
le relationnel, le contextuel peut aussi poser problème. On a perdu confiance en son corps, son image corporelle est un petit peu malmenée, un peu comme après un accouchement par exemple. Retrouver confiance en son corps, c'est compliqué. Donc pour certaines, il y a vraiment cette difficulté à passer au-dessus de ça. Après, pour certaines patientes, c'est plutôt, je dis ça comme ça, la fin des règles, c'est la fin des règles. C'est-à-dire que à la fin des règles, on peut arrêter de se dire qu'on doit avoir un corps parfait, on peut arrêter de se mettre la pression comme ça et vivre beaucoup plus à l'aise. Je vois beaucoup dans mes patientes en sexologie, les jeunes femmes, qui sont un petit peu en dehors du moment, c'est-à-dire qu'elles vont presque s'observer faire l'amour. Au lieu d'être présentes à leur corps, présentes à la relation, à l'échange qui se passe, elles vont se regarder un peu comme ça, comme si elles étaient hors de leur corps et dire « Ah, mais là, il va voir que... Voilà, là, il va voir que c'est pas... Ah, mais mes fesses sont peut-être pas au top. Ah, je me suis pas épilée. » Et donc, elles vont complètement passer à côté du moment, ce qui, quand on a 50, 55 ans, joue beaucoup moins. Mais... pour certaines, jouent beaucoup plus. Et c'est celles-là qui vont avoir vraiment difficile à passer au-dessus de ça. Et c'est un peu ce que je leur propose en consultation, c'est de revenir à leurs sensations, à ce qui se passe en elles, à ce qui se passe au moment présent quand il y a une rencontre sensuelle. Et comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce qu'on peut vraiment revenir à soi? Est-ce que c'est en se touchant soi-même, Alors, revenir à soi, c'est, comme je vous le disais, la ménopause, c'est un moment où il faut reprendre un petit peu soin de soi et ralentir. Ralentir. Et donc, quand on ralentit, quand on se connecte à ce qui se passe en soi, au niveau des émotions, au niveau des sensations, c'est une libération, en fait. Au lieu d'être tout le temps dans la performance, dans la course au temps, je dis ça, je passe ma vie à courir, mais on peut vraiment se dire, OK, on peut choisir, se choisir. Et je suis une super adepte du slow sex, surtout dans ces cas-là un peu compliqués où on est dans la performance, dans l'angoisse, voilà, le corps parfait, l'orgasme parfait, cette course à stop. Il faut tout déconstruire en fait et il faut arrêter de faire l'amour dans un objectif de pénétration, un objectif d'orgasme, un objectif ou d'aller faire du sport, l'objectif d'avoir un corps parfait. Si on continue à la ménopause à se dire mon objectif c'est de garder un corps parfait, on est mal barré parce qu'en fait, ça ne va pas aller. Maintenant, on ne peut rien faire. Le vieillissement, il est là, chez l'homme comme chez la femme. On peut toujours prendre soin de son corps, bien sûr, mais ne pas avoir comme target « je garde mon corps parfait ». Oui, le corps c'est pas possible, de quelqu'un de 20 ans. Ça ne marche pas. Je veux dire, on ne peut pas gagner contre le temps. Donc, moi, je dis bien sûr... on continue à faire du sport, à prendre soin de son alimentation, à prendre soin de son corps, mais on accepte le temps qui passe et on vit avec, on embrasse cette partie, cette deuxième moitié de la vie qui va nous offrir sans doute de bien plus belles choses que l'idée superficielle de garder un corps de jeune femme. Ça ne peut pas marcher. Et donc, dans la sexualité, on peut aussi trouver des façons de faire, reconstruire une sexualité beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, où on est vraiment... présent à soi, à son corps, présent à l'autre, présent à la relation, présent à l'échange qui se passe. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus extatique que juste une sexualité qui est dans la performance, dans l'objectif de la pénétration, de jouir, etc. Parce que l'homme, il vieillit aussi. Et du coup, le slow sex, pour toi, c'est quoi exactement le slow sex, c'est prévoir des rendez-vous. C'est se avec dire, son partenaire. Avec son partenaire. Et se dire qu'on va prendre le temps, sans objectif. On va prendre le temps de se rencontrer, de se retrouver. On peut se caresser pendant 2 heures. On peut mettre 20 minutes à se pénétrer si on a envie de se pénétrer, mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire des pauses.
on peut reprendre, on peut faire l'amour pendant 4 heures, et on n'est pas là pour orgasmer absolument, pour être pénétré absolument. On est là juste pour se reconnecter, échanger cette énergie sexuelle, la laisser monter à son rythme, parce que à la ménopause, le rythme, il est ralenti. Il n'y a rien à faire. Il faut prendre son temps. Et en fait, l'orgasme qui arrive quand on a pris son temps, et quand on a vraiment connecté à l'autre, il est bien plus puissant qu'un orgasme, par exemple, avec un sextoys, parce que les sextoys aujourd'hui sont... bon, c'est génial, ça permet à beaucoup de femmes de découvrir certains plaisirs qu'elles n'auraient pas trouvés autrement. Mais encore une fois, l'usage des sextoys est très axé sur un objectif. Libérer la tension sexuelle le plus rapidement possible, comme ça on n'en parle plus. Ça ne représente pas la réalité peut-être non plus. Pas du tout. On a une vibration c'est très intense. Voilà, c'est très intense. Et donc, ce que j'allais dire aussi, c'est que dans la sexualité, les injonctions sur la sexualité nous font nous dire qu'il faut absolument orgasmer, qu'il faut absolument... et donc, on est dans des rails, et c'est très difficile d'en sortir. Si tu es en couple depuis longtemps, tu le sais bien, le petit menu classique que vous vous êtes trouvé petit à petit, après quelques mois de tâtonnement, tac, 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 comme ça marche toujours. Quand on a un peu la flemme, quand on est fatigué, tac, 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 ça marche toujours. On va faire sa petite séquence habituelle, tac, 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 tout le monde est content, bonne nuit mon chéri. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment des rails. Oui. Et pareil pour les femmes qui utilisent beaucoup la masturbation avec sextoy, c'est des rails. Et on se comporte même presque comme des hommes, c'est-à-dire qu'on rentre du boulot énervé, on a besoin de lâcher de la tension, ou les enfants nous ont énervés toute la soirée, on a envie de lâcher cette tension, et avec le sextoy, en 3 minutes, l'affaire est réglée. Paf. Est-ce que c'est vraiment de l'extase ? Non. C'est juste une libération de tension, un truc très... et très machinal, finalement. Voilà, très, dans les rails, et finalement très peu épanouissant, gratifiant. Tout à fait. Voilà, c'est juste une petite habitude, quoi. C'est comme allumer une clope, ça prend presque autant, pas plus de temps, et c'est pas très intéressant. Enfin, moi, je trouve. Mais... il n'empêche qu'à la ménopause, le corps, il a des fois difficile à démarrer. Et donc là, je dis aussi beaucoup à mes patientes ménopausées qui ont quelques difficultés, c'est qu'on peut démarrer et s'arrêter. L'injonction dit que si on commence un rapport sexuel, il faut aller jusqu'au bout. On ne va pas quand même tout à coup arrêter et laisser l'homme avec son érection. En plus, ben si, on peut. C'est ce que je vous dis, la fin des règles, c'est la fin des règles. Oui, on peut. Si ça ne démarre pas, on peut s'arrêter là. Écoute chérie, finalement mon corps ne suit pas et on peut s'arrêter là. On a eu du plaisir, on a eu une chouette connexion et en fait c'est pas nécessaire d'arriver et c'est aussi une des notions du slow sex, c'est qu'on peut commencer, pas finir. On peut se dire allez on essaye, écoute voilà la machine démarre pas, arrêtons là. C'est pas grave. Ouais, et je trouvais aussi très intéressant ce que tu disais par rapport au fait que, en fait, quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation, on a nos petites habitudes, etc. On est très, on fait l'amour une fois par semaine, ou c'est planifié, le samedi soir ou le vendredi soir. Voilà, on fait comme il faut faire, ou comme on a toujours fait. Mais nos corps changent, nos envies changent, et donc en fait, la communication là-dedans aussi est très important, je crois. C'est vraiment. La chose principale dans la sexualité, c'est pouvoir dire écoute, finalement, ce que je t'ai toujours laissé faire, que j'aimais qu'à moitié, mais écoute, maintenant, vraiment, j'ai plus du tout envie de faire ça comme ça. Changeons. Mais je pense aussi que c'est là où peut-être beaucoup de femmes qui arrivent en ménopause se perdent en fait dans cette sexualité et s'y retrouvent plus parce que justement elles sont dans un truc très routinier et cette baisse de désir est classique. Et si on est en couple depuis 25 ans avec cet homme-là qui a ces petites habitudes, c'est très compliqué de pouvoir lui dire écoute chérie, en fait j'aimerais un peu changer les choses. En fait oui, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Et par ailleurs,
la ménopause, elle vient avec toute une batterie d'autres choses. Elle vient avec la batterie de le nid vide, tous les enfants sont partis, donc il y a de quoi déprimer sérieusement parce que tout à coup, la grande maison est toute vide, ou même le petit appartement est tout vide. Syndrome, comme on appelle ça, ou le nid vide. Qui a beaucoup de difficultés au travail, parce qu'avec la ménopause, on est un peu moins performant, donc ça peut être compliqué au travail. Moins performant dû au fait qu'on a un moins bon sommeil. Fatigue, insomnie. Donc ça peut être compliqué au niveau des enfants, au niveau du travail. Ça peut être compliqué au niveau relationnel parce que on se parle plus vraiment, les petites habitudes. Et puis on se dit, je vais finir ma vie avec cet homme-là, avec qui finalement je partage plus grand-chose. C'est un peu comme deux routes parallèles. Mais quand on se retrouve l'un face à l'autre, tout seul, dans une maison vide, un peu... c'est compliqué. C'est vraiment une crise. C'est souvent des moments de crise. Pour l'homme aussi, parce que l'homme, il n'aime pas vieillir. Donc, c'est tout autant que pour les femmes. Et donc, voilà. On sait bien qu'est-ce que les hommes de 50 ans font en général. Et donc, ça peut être très compliqué. S'il y a eu des tromperies, s'il y a eu des choses non dites pendant des années qui ressortent, c'est des moments de crise. C'est vraiment des moments de crise. Et donc, du coup, la sexualité, elle subit, en fait, dû à toutes ces choses-là. Et puis l'homme aussi, il a ses difficultés. S'il n'a pas pris soin de son corps et de son alimentation, il y a les troubles érectiles qui sont très, très mal vécus. Très, très mal vécus parce que c'est une attaque à l'identité masculine. C'est fréquent chez les hommes qui n'ont pas pris soin d'eux, qui fument. Trop bu d'alcool. De petits restos au travail, pour le boulot. Un midi sur deux, ça se paye à 55 ans, ça se paye. Et l'homme a vraiment très difficile à en parler, très difficile à prendre soin de lui par rapport à ça. Alors oui, il va aller chercher sa petite pilule bleue chez l'urologue, mais c'est une béquille, donc il est atteint dans son identité masculine. Et donc il a vraiment des difficultés à en parler. En consultation, j'ai pas mal d'hommes de cet âge-là. Mais je pense que c'est le petit sommet de l'iceberg, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et du coup, comme il y a un manque de communication à ce sujet-là, et comme l'injonction, c'est quand même toujours, si on fait l'amour, on pénètre, il n'y a plus de sexualité. Alors que, avec le slow sex, les troubles érectiles, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'un homme qui a un trouble érectile une fois, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a trop picolé la veille, soit. Il va commencer à stresser en se disant, oui, mais est-ce que ça va marcher la prochaine fois ? Et l'angoisse, l'anticipation d'un trouble, avec l'adrénaline et l'angoisse, va faire qu'il va refaire un trouble érectile. Et souvent, c'est juste une petite fatigue. C'est ça. Pas bien... Voilà, et l'accumulation d'échecs va faire que ça va se chroniser et on va se retrouver face à quelque chose. Et s'il n'en parle pas, s'il garde ça pour lui, ça devient une espèce de boule de neige catastrophique, alors qu'en fait, c'est l'angoisse de l'échec qui crée le problème. C'est très facile à faire sauter. En une ou deux séances, je règle son problème. C'est pas un problème physique, en fait, mais psychique. C'est juste qu'il n'a plus 20 ans et que son érection est un petit peu plus fragile. Ça n'est pas grave. Finalement, il y a tellement de psychologie dans la sexualité, quand on y pense. C'est bien pour ça qu'on est sexuel. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment... c'est super intéressant, Voilà. Et donc, chez l'homme, après, ils viennent avec leurs histoires d'andropause, etc. Mais il faut savoir que l'andropause n'a rien à voir avec la ménopause. L'andropause, c'est vraiment... D'abord, c'est pas systématique. Tous les hommes ne la vivent pas. C'est beaucoup plus tardif. C'est beaucoup moins brutal. C'est très, très progressif comme ça. Et c'est moins impactant dans leur vie et dans leur vie sexuelle. C'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de solution, comme par exemple avec la ménopause, où on pourrait prendre des hormones bioidentiques. Si, quand même. Si. Okay. Mais c'est juste que ça n'impacte pas tous les hommes. Et plutôt vers 65. Et donc, finalement, avec d'autres problèmes de santé, peut-être. Et donc, c'est moins... Maintenant, j'ai pas mal d'hommes à qui je prescris la testostérone parce qu'ils ont une baisse de testostérone à 55 ans et que ça vaut la peine.
Et à propos de testostérone, je voulais vous dire que donc pour la femme, je parlais tout à l'heure d'une baisse de testostérone aussi. Il faut savoir que si la femme a un traitement hormonal de substitution de la ménopause, ça va aider pour la libido, ça va aider donc pour la lubrification, etc. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça va aider aussi pour maintenir un taux de testostérone, mais quand même pas toujours suffisant, et qu'on peut rajouter un peu de testostérone. Le problème, c'est que c'est très touchy. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que la testostérone qui est sur le marché, c'est une testostérone pour les hommes. Donc l'androgel et tout ça, c'est l'équivalent de l'œstrogel, du gel hormonal pour les hommes, mais c'est des dosages pour les hommes. Okay. La dose de testostérone pour la femme, elle est pas 100 fois moindre, mais presque. Ouais. Si on prend des doses comme pour les hommes, on se retrouve avec une pilosité abondante, de l'acné, une voix qui devient rauque. Et c'est définitif. Si on est trop dosé en testostérone et que la voix change, on ne sait pas retourner en arrière. Les cordes vocales ont changé, c'est plus possible. Donc, il faut prendre attention. Voilà. Il y a aussi le cholestérol qui vire, et du mauvais cholestérol si on est trop dosé en testostérone. Donc, pas jouer avec ça. En tout cas, pas sans avis médical. Moi, je prescris des toutes petites doses de testostérone pour les femmes en préparation magistrale. Et ça veut dire quoi en préparation magistrale? C'est-à-dire que c'est les pharmaciens qui préparent des dosages très spécifiques, parce que le testostérone sur le marché, c'est des doses pour les hommes. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Maintenant, j'ai lu qu'une firme anglaise est occupée à essayer de commercialiser, enfin, ils sont en test, des patchs de testostérone très faiblement dosés pour les femmes, et donc qui pourraient permettre de diffuser une dose de testostérone régulière, continue, et la bonne dose. Mais donc l'impact de la testostérone sur la femme est purement pour la libido en fait? Pas que. Non, pas que. La testostérone, elle aide à maintenir le muscle, la densité des os, et aussi une espèce d'énergie assertive. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Assertif, c'est le côté très masculin. Voilà. Allez, on y va maintenant. De pouvoir continuer à être au taquet, par exemple, au boulot. Voilà. Et personnellement, moi, de temps en temps, j'en prends à très petite dose. Donc, et je sens vraiment la différence. Je sais pas, j'ai plus envie d'aller faire du sport. J'ai plus envie d'y aller, quoi. On y va, go. Après... Comme je dis, à la ménopause, il est temps de se calmer, donc on n'est pas obligé de se surdoser en testostérone, mais il y a aussi le risque de perte de cheveux avec la testostérone. Donc c'est pour ça que moi, perso, dès que j'en prends très très peu, parce que sinon je perds mes cheveux. Et c'est vraiment périodiquement que tu en prends de temps en temps quand tu en as besoin? Oui, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein, mais vous savez bien, les médecins ne font pas comme il faut. Mais j'en prends quand je sens que je suis vraiment fatiguée et moins au taquet. Et puis j'arrête dès que je vois que mes cheveux tombent. Bon, voilà. C'est pas du tout la bonne façon de faire. Mais c'est pour ça que ce patch, voilà, je sais pas s'il sera commercialisé. Il est encore en phase de test, mais ça serait chouette. Ouais. Et je voulais revenir en fait sur le côté masturbation et orgasme, parce que j'avais lu dans le passé qu'un orgasme en fait pourrait quand même aider les femmes à atténuer certaines douleurs, par exemple qu'on pourrait avoir pendant la ménopause, mais aussi par exemple pendant les règles. Enfin donc là je parle d'une toute autre période de vie. D'accord. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai ça que en fait le fait d'avoir un orgasme pourrait par exemple aider? Oui. Alors, le fait d'avoir un orgasme aide certainement à plein de choses, puisque il y a toute une cascade d'hormones qui est synthétisée au moment du rapport sexuel et de l'orgasme. Quand on est à deux, il y a tout ce qui est ocytocine, donc hormones d'attachement, etc. Donc, je le dévie un petit peu, mais la sexualité de couple permet donc de continuer, grâce à la sécrétion d'ocytocine, de rester attaché. Quand on vieillit en couple de longue durée, on devient de temps en temps des deux vies parallèles. Et s'il n'y a pas de sexualité, c'est vraiment deux vies parallèles. La sexualité permettant quand même de revenir, s'attacher un petit peu, se rencontrer grâce à l'ocytocine et à cet hormone d'attachement. Bref, je reviens à ta question sur la masturbation. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en se masturbant, on lâche les tensions. Et donc, il y a une sorte d'endorphine, de sérotonine, etc. Et donc, on se calme. Okay. Et c'est sûr que si on est
les douleurs, par exemple, les douleurs articulaires de la ménopause, elles sont présentes, elles sont là, bien sûr, mais elles ont quand même un petit côté psychosomatique. C'est-à-dire que si on y pense beaucoup, si on dit « Ah, je vieillis, ah, j'ai mal là, ah, évidemment, ça entretient la douleur. La douleur psychique entretient la somatique, etc., etc. Et ça fait, encore une fois, une boule de neige de douleur psychosomatique. Si on prend la peine de se faire plaisir, toute seule ou à deux, on calme cette douleur de façon psychique aussi, pas que physique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Donc, on se reconnecte à son corps, on refait ami-ami avec son corps. Au lieu de dire que ce corps est vieux, il est moche, il me fait mal. Non, dans la sexualité, on retrouve un peu un lien avec son corps. Oui, c'est intéressant. Ouais. Et donc, puis, il y a toutes les synthèses de sérotonine, etc. Mais pas que, quoi. Ouais. Et la dopamine, bien sûr. Ouais. Et parce que du coup, il y a un moment, tu as dévié, mais je trouvais ça très intéressant, donc j'ai envie de rebondir là-dessus. Mais tu disais, oui, le fait qu'en fait, de faire l'amour permet en fait au couple de se retrouver et de rester attachés. Oui. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression aussi qu'au plus on fait l'amour, au plus on a envie de faire l'amour. Oui. Alors que si on fait pas l'amour... Oui, tout à fait. Oui. On est d'accord avec ça, c'est que le problème, c'est que moins on fait l'amour, moins on fait l'amour. Ouais. Et moins on fait l'amour, moins on est attaché, et plus on se dispute. Il n'y a plus d'airbag dans la relation, on se tape dessus, ou on ne se parle plus. Ouais. Je vois beaucoup de patientes que je suis en ménopause, qui sont avec leur mari depuis leurs 25 ans, et chacun a ses activités, quoi. Monsieur est au golf toute la journée, madame elle est avec ses copines où elle fait de la peinture et de la céramique, ils mangent ensemble, ok, ils se retrouvent en été dans la maison de vacances avec leurs enfants, super, mais c'est plus vraiment un couple, il n'y a plus rien qui est vraiment partagé, ce qui est quand même dommage en se disant, bon, après... Tout le monde est épanoui, c'est bien comme ça. Mais je vois aussi, et ça m'avait vraiment complètement émerveillée quand j'avais 30 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'avais commencé au centre de ménopause, des patientes qui étaient célibataires, genre divorcées à 50 ans, que je les ai suivies sur presque 20 ans, ces patientes-là, et donc plus de sexualité, plus de vie de couple, et puis grâce à Facebook, merci Facebook à l'époque, je te parle de ça, on était en 2001. On retrouvait des amoureux. J'en ai une comme ça qui avait retrouvé son premier amour d'enfance et qui recommence une vie sexuelle, mais hyper épanouie. Et plus... Donc, elles n'avaient plus fait l'amour pendant 10 ans, 15 ans. Elles savaient plus, ça veut dire quoi, genre... il y avait vraiment une sécheresse vaginale, il y a une atrophie aussi. Okay. On n'a pas encore parlé de tout ça, mais avec la ménopause et sur la longueur, il y a une vraie atrophie, c'est-à-dire que les tissus deviennent plus fins, plus fragiles. La sécheresse vaginale, vraiment ça occasionne des douleurs même. Toute cette atrophie vulvo-vaginale peut être vraiment très problématique, même douloureuse sans les rapports sexuels. J'ai des patientes qui ont des douleurs au niveau de leur vulve, quand elles font du vélo, quand elles font du cheval, quand elles font du jogging, depuis la ménopause, parce que ça manque de lubrification, donc les lèvres, le sexe et le frottement est douloureux. Oui, c'est ça. On peut aussi avoir beaucoup d'infections urinaires post-rapport sexuel, parce que toute cette région-là est très atrophiée. Je te propose de revenir avec ça et le traitement qu'on peut donner dans ces cas-là. Et donc, je reviens avec ces petites patientes qui, quand l'organe, entre guillemets, n'est plus utilisé pendant autant d'années, c'est compliqué de se remettre en selle, entre guillemets. Et grâce au traitement dont je vais te parler tout de suite, on avait vraiment réussi à ce que ça redémarre bien. Et c'était une femme bien plus sexuelle que mes patientes de 25 ans. Mais c'était aussi l'excitation, je pense, du début d'une nouvelle relation, bien sûr. C'est toujours un peu, peu importe l'âge qu'on a, j'ai l'impression qu'on commence une relation. Et pendant un an et demi, c'est la passion. Voilà, c'est la passion, on fait l'amour tout le temps. Oui, mais donc c'était une femme qui faisait l'amour 3 fois par jour à 65 ans. Waouh. Parlons-en de cette sexualité des personnes plus âgées. Mais comment faire ça alors avec notre partenaire actuel à cet âge-là? Parce que ça fait peut-être 20 ans... Il faut réinventer la sexualité, c'est bien ce que je dis. C'est que vraiment, stop les injonctions, quoi.
revoir toutes les choses. Il y a plein de bouquins, de stages qui Et peuvent peut-être vraiment au début, aider à revoir les ouais. choses, quoi. Et au début aussi, peut-être un peu se remettre dans le bain, essayer de j'ai pas envie de dire forcer, parce que... Si, parce qu'en Oui. fait, la sexualité, elle n'est pas naturellement parfaite. Ça demande des efforts. Et quand je dis ça à mes patientes, ils me disent, mais non, la sexualité, c'est spontané, c'est spontanément magnifique. Ah non, pas du tout. Non, malheureusement, et on le voit bien dans un quotidien où on passe notre vie à courir dans tous les sens, où finalement on a la flemme, on préfère rester devant une série Netflix que de monter pour aller faire l'amour. Et pourquoi est-ce qu'on a la flemme? Parce que je pense que, encore une fois, je reviens à ça, on s'est mis trop d'injonctions, de performance, ça doit être parfait, ça doit être comme ça, on doit jouir, on doit pénétrer, on doit ceci, on doit tenir une érection longtemps, on doit avoir un orgasme vaginal. C'est terrible, toutes ces injonctions qui font qu'en fait, on a la flemme d'y aller parce que c'est de la performance. C'est comme on a la flemme d'aller faire son sport. Je suis fatiguée, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Non, en fait, si on enlève toutes ces injonctions-là, tous ces objectifs-là, et qu'on dit juste qu'on a envie de se rencontrer, et qu'on se dit, tiens, le mardi et le jeudi, on n'allume pas la télé, et on se retrouve tranquillement. Ça peut être même une autre pièce que la chambre. C'est ça, parce que je trouve que souvent, on attend le moment d'être dans la chambre pour faire l'amour, mais et on est crevé. En fait, on va dans la chambre parce qu'on est fatigué, on a envie de dormir. Mais voilà. Donc, en fait, forcément qu'à ce moment-là, la sexualité, ou la libido, elle n'est pas là. La libido, alors les patientes me demandent toujours une petite pilule magique là, pour retrouver leur libido. La libido, c'est dans votre tête. La libido, il n'y a pas un truc comme ça, tout à coup, une baguette magique qui va vous dire maintenant c'est le moment. Oui, dans les premières années de la passion, là, c'est le moment à tout moment. Mais après, toi qui es enceinte, tu verras que les moments vont être rares et donc il faut les choisir, il faut même se donner rendez-vous en fait. Et si ça mène à rien, ça n'est pas grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a commencé qu'il faut finir. C'est juste prendre le temps de la rencontre. Et là, quand on arrête de se mettre la pression, les choses vraiment sympas peuvent arriver. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que notre vie au quotidien est comme ça, les injonctions de la société sont comme ça. Je parlais tout à l'heure de la sexualité des personnes plus âgées. Tout cet inconscient collectif est très présent et il est grand temps de s'en libérer. C'est bien ce que les femmes ménopausées qui ont la pêche font. Elles se libèrent de plein de choses. Mais tout le monde n'est pas capable. Non, c'est clair. Et par rapport à l'orgasme justement masculin et féminin, je trouve qu'il y a un peu allez, en anglais on dit un double standard, oui, où on dit on n'a que fini de faire l'amour une fois que l'homme a joui ou a eu son orgasme, mais en fait l'orgasme de la femme n'est pas souvent une priorité dans cet acte. Ça change. Et c'est aux femmes de faire changer les choses parce que les hommes, oui, ils ont, une fois qu'ils ont atteint leur orgasme, ils sont bien contents. Mais nous, on a une chance, on peut en avoir 3 sur le même rapport sexuel, donc on peut en avoir plein. Et les orgasmes féminins sont bien plus puissants finalement que les orgasmes masculins. Les orgasmes masculins, comment te les définir, mais ils sont très... peut-être pas dans le slow sex, mais dans une sexualité comme tu me l'as décrit, ils sont très pointus, finalement très aigus, comme ça. La femme, ça peut... c'est des vagues, ça peut être très long, ça peut être vraiment comme des ondes qui prennent beaucoup plus tout le corps. Oui. Tout à fait différent. Oui. On a beaucoup plus de chance que les hommes. C'est pas mal, ça. Faut le savoir. À retenir. Oui. On devait encore parler de traitements. Oui, des traitements. Des traitements par rapport à ça. Oui. Donc, l'atrophie vulvo-vaginale, quel joli mot. Ouais, sympa. Mais qui est vraiment effective. C'est-à-dire qu'on a vraiment une perte de densité des tissus. Et donc ça, c'est que vulvo-vaginal ou ça se... C'est toute la peau en général, mais vulvo-vaginal, vraiment, puisque c'est les organes sexuels externes, les œstrogènes, le manque d'œstrogènes, tout de suite, rend tous ces tissus beaucoup plus fins, beaucoup plus fragiles.
et sec, malheureusement, et aussi tout le plancher pelvien, donc toute cette région-là qui peut subir à nouveau un relâchement. Donc les femmes qui ont accouché plusieurs fois, qui ont dû faire par voie basse et qui ont dû faire de la kiné, souvent doivent en refaire. Enfin, moi, souvent, je represcris vers 55-60 toute une série de séances de kiné périnéale parce que ça relâche de nouveau. Ça peut s'accompagner même d'incontinence urinaire. Hein. Ça, c'était un sujet hyper tabou quand j'avais commencé. Et ça, c'est lié à l'atrophie ou au périnée? Ou est-ce que c'est lié? Les deux. Ok, oui. Les deux. Il y a de l'incontinence urinaire d'urgence. Ok. Ça, c'est vraiment la personne qui doit faire pipi, qui dit c'est pas grave, j'arrive chez moi, je prends mes clés, je les trouve pas dans mon sac, et hop, trop tard. Donc il y a vraiment l'urgence. Tout à coup, c'est plus possible, on sait plus, voilà, c'est maintenant. Ça, c'est typiquement dû à ce manque d'œstrogène. Et alors l'incontinence urinaire d'effort, ça c'est dû au périnée qui se relâche. Et donc, par exemple, les femmes, il y a eu toute une mode comme ça il y a quelques années du trampoline. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Et donc, ça, c'est quand il y a des chocs dans le jogging, dans les sports un peu à choc, mais aussi bêtement en toussant. Il y a vraiment un gros, pas choc, mais une pression sur le plancher pelvien. Et hop, il y a une fuite. Donc ça, c'est extrêmement embêtant parce que tu as envie de refaire du sport, tu as 50 ans, tu dis « Allez, il faut que je reprenne ». Et puis, tu te refais à faire du sport et puis tu as des pertes urinaires. C'est pas très cool. Non, hein. Et ça joue très fort aussi dans la baisse de désir sexuel parce que quand on n'a plus confiance en sa continence, on a peur. Bah oui. Lors d'un rapport sexuel, d'avoir une fuite où on n'est pas... Voilà. Et donc, on a une très mauvaise image de son sexe, qui fait mal, qui brûle. Voilà. Et donc, heureusement, il y a plein de traitements. Okay. Le traitement de la ménopause va aider, bien sûr, 100%. Pour celles qui... Quand tu parles de traitement de la ménopause hormonale, oui, c'est ça. Après, celles qui ne veulent pas prendre de traitement systémique, donc général, il y a aussi moyen d'avoir des traitements locaux, ou même par la bouche, de striol. Le striol, c'est un œstrogène qui n'a d'action que sur la vulve, le vagin, la vessie. Okay. Donc, c'est une hormone spécifique pour cet endroit. Mais ça se prend ça peut se prendre par voie orale, par crème, par ovule. Ok. Et ça a une action sur la vessie, la vulve, le vagin. Et donc, ça, c'est pas mal pour celles qui ont vraiment des douleurs, de la sécheresse, des infections urinaires à répétition chaque fois qu'elles ont un rapport sexuel. Le frottement, etc., engendre des problèmes d'infection et de picotement, de brûlure, etc. Ça, vraiment, ça marche très, très bien. Après, pour celles qui ont juste un petit peu de sécheresse vaginale sans trop de symptômes atrophiques, il y a de plus en plus de produits à l'acide hyaluronique, par exemple, des ovules ou du gel spécifique pour ça, ou pour celles qui ne peuvent pas prendre d'hormones, par exemple, celles qui ont eu un cancer du sein. Il y a des solutions de plus en plus. Okay. Et puis, il y a plein de petits traitements aussi naturels avec des huiles, des probiotiques, de l'hydratant, quoi. Mais ça, c'est ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment y penser, comme une crème hydratante pour la peau, quoi. Il faut vraiment le mettre une fois ou 2 fois par jour. Ou alors, il y a des traitements aussi qu'on peut mettre juste avant le rapport sexuel pour faciliter. Parce que les gels lubrifiants, ça fait 20 ans que je tourne autour. Les gels lubrifiants dans le commerce, ils sont pas très agréables. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais ça colle, certains brûlent. Souvent après, la flore vaginale est un petit peu perturbée. C'est pas très drôle. Mais je viens de trouver, là, il y a 2-3 ans, enfin, le produit que je trouve vraiment très bien, qui a été développé par des gynécologues belges de Gand, d'ailleurs. Okay. Je ne peux pas faire la pub, mais vraiment un super produit à base d'huile naturelle et de probiotiques. Ok, génial. Et ça, c'est pas dérangeant pendant le rapport sexuel, ça perturbe pas la flore, c'est vraiment top. Et la perturbation de la flore, ça peut créer des infections urinaires et des trucs comme ça. Alors, quand tu prends, par exemple, je vais
taire le mot commercial, mais enfin, bref, les trucs qu'on peut trouver dans le supermarché, qui sont parfumés, bon, bref, avec des tas de choses dedans. Ça peut vraiment perturber la flore vaginale, ce qui va donner potentiellement une petite inflammation vaginale. Et du coup, potentiellement aussi une infection urinaire. Mais l'infection urinaire, c'est surtout le frottement. Donc, le petit méa urinaire, chez la femme, il est très proche du vagin. Lors d'un rapport sexuel, lors des frottements ou lors d'une masturbation ou d'une caresse clitoridienne un peu appuyée, on peut amener des bactéries qui sont pas très loin, celles de l'anus. Et ça remonte le petit tuyau, ça va dans la vessie, ça donne une infection. De là qu'il est important d'aller aux Faire toilettes pipi. après le rapport sexuel. le rapport sexuel. Voilà. C'est ça. Le petit conseil de la jeune mariée, pour la jeune mariée, mais qui reste valable et encore plus valable à la ménopause. En fait, il faut vraiment aller uriner juste après. Sinon, j'ai des patientes qui font des cystites systématiquement. Et personne ne leur dit, mais madame, après un rapport sexuel, il faut aller uriner. Oui, c'est ça. C'est Et donc, il y a important. plus de chances d'infection urinaire Chez la pendant femme, la ménopause. pendant la ménopause, à cause de l'atrophie. À cause de l'atrophie. Ok, très intéressant. Ouais. Merci. Apparemment, il y a une étude qui est sortie récemment qui explique en fait que les femmes, à partir de 50 ans, elles ont plus facilement des orgasmes qu'avant. Enfin, je pense que c'est à partir de 50 ans. Enfin, en tout cas, au plus elles deviennent âgées, au plus facilement elles atteignent un orgasme. Comment est-ce que tu expliques ça? Quelle bonne nouvelle. Oui, en fait, de fait, les statistiques montrent que quand on est jeune, on connaît mal son corps. Comme je te disais tout à l'heure, on regarde un peu, on n'est pas très présent à son corps, on est plus occupé à s'observer, faire l'amour, que être vraiment dans l'acte. On est dans les performances, on est dans l'objectif. Et donc, finalement, à 30 ans, il n'y a qu'un tiers des jeunes femmes qui jouissent systématiquement. Un autre tiers qui jouit de façon occasionnelle. Et le dernier tiers qui ne jouit pas du tout. Mais c'est pas ça, évidemment, qu'on ose dire à ses copines. D'accord? Donc, il y a quand même encore, en fait, tout un tabou aussi de ce côté-là, parce que avouer à 30 ans qu'on n'a pas d'orgasme ou uniquement avec son sextoys préféré, c'est compliqué. Mais c'est vraiment une connaissance de son corps, une acceptation de son corps et, comment dire, un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il est compliqué. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. À la ménopause, c'est la fin des règles, tout le monde s'en fout. Et on arrive à être beaucoup plus libre, beaucoup plus présent à son corps et on connaît son corps. On sait comment aller chercher le plaisir. On va chercher le plaisir en osant bouger, en osant contracter son périnée sur le sexe de son homme, en osant bouger le bassin, en osant être très active dans sa sexualité, aller chercher son plaisir. Ne pas juste attendre qu'il nous tombe dessus, mais aller le chercher. Prendre des initiatives aussi pendant oui, mais parce qu'on sait, les rapports. Parce qu'on connaît, parce qu'on arrête d'être coincé par tous des stress et des tabous. On y va, quoi. On n'a plus de temps à perdre. Et donc, il y a quand même pas mal de femmes qui vivent une sexualité très épanouie. Et c'est bien ça que je voulais dire, c'est que si on ne part pas perdante à la ménopause, ben on gagne tout. Si on part perdante et qu'on se dit de toute façon c'est la fin, c'est la catastrophe, oui c'est la catastrophe. Et si on se dit non, c'est maintenant que je vais pouvoir enfin me libérer de toute cette pression, me libérer, les enfants sont plus là, j'ai plus à m'en occuper, on peut enfin vivre quelque chose de bien. C'est ça, donc en fait, comme tu dis, la ménopause c'est pas la fin de la sexualité, mais c'est réinventer sa sexualité en fait. Voilà. Ouais. Voilà, l'habiter vraiment, l'habiter, la plus authentique. On n'est plus là à faire des faux semblants, on est là à la vivre pleinement. Mais ça, c'est quand on a vraiment ce côté plus posé, plus ancré en soi, ancré en ses sensations, ses émotions. Et c'est bien ça que j'ai envie de faire passer comme message, cet inconscient collectif qui dit que la femme ménopausée, qui ne sait plus avoir d'enfant, qu'est-ce qu'elle vient nous demander, une sexualité épanouie.
Bien non. Oui, il y a 50 ans, les femmes de 50 ans, c'était même pas un sujet. Mais aujourd'hui, en 2025, la sexualité des femmes ménopausées, c'est un sujet. Je vais même donner cours à l'université au certificat de sexologie, 3 heures sur la sexualité et la ménopause, pour que les jeunes sexologues, qui ont en général 20-25 ans quand j'en donne cours, hein, enfin 25 ans plutôt, se rendent compte qu'elle elle est présente et il y a tout un travail à faire là-dessus. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, enfin on t'a invité à venir parler à notre congrès de la ménopause qui aura lieu le 21 octobre à De Merode, où on va parler de tout ça, on va parler sexualité, ménopause, comment est-ce qu'on peut justement trouver cette liberté en fait en tant que femme ménopausée, que ce soit dans la sexualité mais même dans sa vie en général. Donc ça va être génial. Oui, je suis impatiente. Ouais, je suis impatiente de transmettre. Ouais. Oui. Et ce qui est aussi super chouette, c'est que, on l'a déjà fait plusieurs fois en Flandre. C'était un énorme succès. Les femmes arrivent justement, elles se mettent sur leur 31, elles sont super biches avec un grand sourire. Et on est là pour apprendre aussi comment vivre ça, du mieux possible en fait cette transition et justement voir ça comme une force plutôt que de voir ça comme une faiblesse ou quelque chose qui vient en fait arrêter notre vie, si je peux dire ça. C'est le départ d'une nouvelle vie. Exactement. Donc on a trop hâte. On parlera aussi nutrition, on parlera hormones bioidentiques, on parlera sexualité. Enfin, il y aura plein de sujets. Et, ça va être top. Ouais, ça va être génial. Merci beaucoup. À bientôt. Docteur Gilson. Et à très vite. Oui.